Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler de la version 4.0 que j'ai téléchargée en bêta. Et normalement, elle sort officiellement la semaine qui va suivre la publication de cette vidéo. Donc ça va aller très très vite. Aujourd'hui, on va se focus sur certaines fonctionnalités que j'ai pu tester un petit peu de mon côté, que je trouve intéressantes de vous présenter. Et comme d'habitude, quand on aura la release officielle du logiciel, on fera une revue du patch notes bien plus détaillée. Donc en attendant, si vous voulez, vous avez toutes les modifications apportées au logiciel qui sont présentes ici. Je mettrai le lien dans la description, mais c'est un petit peu lourd à lire, hein. Donc aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les choses principales. Sinon, vous pouvez aller dans Download si vous voulez accéder à la bêta, si vous ne pouvez pas attendre quelques jours d'avoir la version officielle. Descendre un petit peu. Là, normalement, quand ça sortira, il y aura marqué Download Blender 4.0. Mais en attendant, vous pouvez aller dans Go Experimental, Download. Et là, vous avez la 4.0 en bêta à l'heure où je vous parle. Vous avez même la 4.1 en alpha si jamais vous voulez tester. Sachez que plus vous prenez une version non aboutie, plus vous avez des risques de crash, de non rétrocompatibilité, etc. Donc je vous déconseille de travailler sur des gros projets avec des versions non stables. Ceci étant dit, version 4.0, qui dit nouvelle version dit nouveau splash screen. Magnifique. Splash screen, je pense que c'est un mélange de Chris Pencil et tout, donc c'est vraiment chouette. Et je vais vous présenter un petit peu les nouvelles fonctionnalités que je trouve intéressantes. Donc j'ai fait une petite liste que j'ai catégorisée. Donc d'abord, c'est tout ce qui est interface graphique, il y a pas mal de changements sur ça. Ensuite, les transformations des objets avec 2-3 nouveautés que je trouve assez intéressantes pour faciliter votre travail dans la vue 3D. On a ensuite beaucoup de modifications sur le Geometry Node. On se focusera sur deux choses principales. Et ensuite, des modifications de rendu, espace colorimétrique, lighting, etc. etc. Ok? Donc, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version? Première chose, en ce qui concerne les modifiers, gros changement, assez perturbant au début. À l'époque, quand on faisait un ajout d'un modifier, on avait différentes catégories qui se présentaient, mais tous les modifiers étaient présentés sous nos yeux. Maintenant, quand je fais Add Modifier, voilà ce qu'on a. On a tout qui est catégorisé, exactement comme avant. Mais maintenant, on a un clic supplémentaire parce qu'on a une liste d'éléments à chercher. Donc, si vous voulez, pour que ce soit plus simple, hop là, je vais lancer un Blender 3.6, voilà, 3.6.5. Avant, vous voyez, dans les Add Modifier, on avait ça. On avait une catégorie Modify, Generate, Deform Physics. Maintenant, on a exactement la même chose, mais la catégorie est sous forme de liste. Alors, ça va plaire à certains, ça va déplaire à certains. Avantage, inconvénient. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus uniforme, homogène avec ce qu'on a dans la suite du logiciel. Là, si je fais un Shift-Alt, vous voyez, j'ai mon mesh en liste, mon curve en liste. Là, j'ai exactement la même chose. L'inconvénient, c'est que ça rajoute un clic. Avant, en un seul clic, on avait l'habitude de faire Add Modifier, Subdivision Surface, par exemple. On savait même intuitivement là où il était. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça rajoute une action supplémentaire. L'avantage, c'est que c'est évolutif. Vous savez qu'avec les Geometry Nodes, on peut créer nos propres modifiers. Avant, l'inconvénient, c'est que c'était accessible assez difficilement. Là, on pourrait avoir une liste de Geometry Nodes directement présent ici. Donc, première modification. Après, ça ne change pas. Si je fais un Generate Array, vous voyez, j'ai exactement la même chose. Je me retrouve avec les options que j'avais avant. Donc, pas de souci sur ça. Donc ça, c'était la première des modifications. Il y en a un petit peu à droite à gauche dans l'interface graphique. Des petites choses qui vont changer. Notamment pour les recherches, des fois, quand on fait Add Modifier. Vous voyez, on a le Search en haut. On peut directement chercher ici. Ça fonctionne exactement comme avant, mais on a des petites subtilités qui changent à cet endroit-là. Une grosse modification qu'on a eue, c'est sur les matériaux et notamment sur le Principal BSDF. Donc je l'ai mis dans les changements d'interface graphique parce que vous allez voir que ça change drastiquement ce qu'on avait avant. Vous voyez le Principal BSDF, à quoi il ressemble maintenant. Si vous voulez, je vais vous montrer à quoi il ressemblait avant. Ça n'a absolument rien à voir. Ils ont, toujours dans une perspective de fluidifier on va dire l'utilisation du logiciel. Vous voyez, avant, on avait tout ça. Et maintenant, regardez, tac, à quoi ça ressemble. Ça n'a absolument plus rien à voir. Donc, je fais un petit contrôle espace. Donc, ça, c'est la nouvelle version à gauche. Vous voyez, en fait, ils ont factorisé tous les paramétrages. Et ça, c'est l'ancienne version. Donc, avant, c'est vrai que ça faisait un petit peu brut parce qu'on avait toutes les informations. Donc, un petit peu à la même manière que la liste des modifiers. Avant, on avait tout d'un coup. Maintenant, ils ont regrouper tout ça dans des catégories. Donc pareil, avantage, inconvénient. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus simple d'utilisation. L'inconvénient, c'est que si vous avez l'habitude, toujours hein, la même chose, si vous avez l'habitude de travailler, je sais pas moi, sur votre clear code qui est présent ici avec le clear code et le clear code roughness, automatiquement, vous saviez qu'ils étaient là. Là, il va falloir déplier ceci et se faire à l'idée qu'on a des nouvelles options, une nouvelle organisation. Donc voilà. Moi, je préfère la nouvelle interface. Pourquoi ? Parce qu'on a automatiquement accès dès le début aux choses qui nous intéressent. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va dire que 80% des matériaux basiques, j'entends bien basiques,
On va avoir dans le système PBR de Blender le base color, le metallic, la roughness, l'IOR et l'alpha. Donc ça, c'est les choses principales qu'on utilise avec les normales, bien évidemment. Alors qu'avant, on avait exactement ces mêmes options, mais elles étaient un petit peu éparpillées partout. On avait la base color ici, on avait le metallic là, on avait la roughness juste ici, on avait l'alpha tout en bas, la normale juste en dessous. C'était un petit peu brouillon, c'était pas forcément bien organisé. Là, l'avantage, c'est qu'on a tout centralisé au même endroit. Un autre avantage de ceci, c'est quoi? C'est que ne vous inquiétez pas, c'est totalement compatible avec vos anciennes scènes. C'est-à-dire que là, si j'ouvre ma scène de rendu de casque qui ressemble à ceci. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que j'ai jamais ouvert avec cette version, je crois. Voilà, qui ressemble à ça. Si vous cliquez sur un shader qui utilise du Principal BSDF, ne vous inquiétez pas, automatiquement, lui, il va vous reconstituer le shader comme si vous l'aviez fait sur la dernière version. Donc, en théorie, sur le papier, il n'y a pas de souci de compatibilité en ouvrant une ancienne scène. Je pense que si vous avez des shaders ultra poussés, vous avez fait des groupes et tout, c'est possible qu'il y ait des choses qui cassent, notamment qu'actuellement, je rappelle qu'on est en bêta, c'est pas une release officielle, donc il y a peut-être des choses qui vont casser, mais en théorie, sur le papier, tout devrait être maintenu. Alors, tant que je suis sur cette scène, je vais vous montrer une petite modification aussi qui est assez sympa. Je vais faire un petit F12 pour faire un tout petit rendu, pour vous montrer ce qui se passe en compositing. En compositing, ils ont commencé à introduire une notion de preview par node, ce qui est vraiment cool, c'est-à-dire que quand vous avez un arbre, donc un enchaînement de nœuds, de nodes de modification, notamment dans le compositor, vous pouvez voir en temps réel une preview au-dessus de vos nodes pour savoir ce qui se passe. Alors c'est encore pas tout à fait stable, j'ai eu quelques soucis sur ça, donc une fois de plus normal, on est en bêta, mais vous voyez là par exemple, tout en haut à droite, j'ai quelque chose qui s'appelle Preview. Et des fois, en le désactivant et le réactivant, alors ça peut venir du fait que je sois en bêta, ça peut venir du fait également que, hop là, vous voyez, là ça vient de pop, que c'est une scène que j'ai fait sur une autre version, mais normalement, il est censé vous afficher des previews sur vos nodes. Donc j'ai remarqué que si je fais une nouvelle scène from scratch, il y a tout qui fonctionne. Donc là, vous voyez, ça fonctionne à moitié. Si je rajoute par exemple un texture node, à chaque fois que je vais rajouter un node, il va arriver à l'interpréter, donc ça c'est quand même cool. Je vais rajouter, voilà, une texture de type cloud par exemple. Je fais n'importe quoi. Là, vous voyez, automatiquement, mon nœud, si je mets mon cloud, normalement, il est censé m'afficher ici la preview. Voilà, la preview. Et si je fais des enchaînements, en théorie, au-dessus de la plupart des nodes, je pense qu'il y en a qui ne seront pas compatibles à la sortie, on devrait avoir une visualisation pour voir où on en est au fur et à mesure. Donc voilà, à chaque fois qu'on rajoute des nodes sur la nouvelle version, ça fonctionne. Si vous ouvrez une ancienne scène, c'est possible que comme moi, vous ayez des petits soucis. En tout cas, sur le papier, c'est ultra cool d'avoir ça. Ça permet vraiment de savoir ce qui se passe au fur et à mesure. J'espère qu'ils vont l'intégrer aussi petit à petit dans le shader editor, ce serait intéressant. Pourquoi pas dans le Geometry Node avoir des informations également. En tout cas, c'est très très cool. Une autre modification, cette fois-ci, on change un petit peu de catégorie, on n'est plus dans les interfaces graphiques, dans le UI, mais on est plutôt sur des modifications en ce qui concerne les transformations de votre objet. On avait, dans Blender, possibilité, si je rajoute, imaginons que je vais rajouter une sorte de petit bouton ici, là, sur le côté, que je veux snapper sur mon objet, on avait possibilité, en rajoutant un objet, par exemple un cylindre, voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, il n'y a pas les raccourcis clavier parce que sur la bêta, les plugins qui permettent d'afficher les raccourcis clavier en bas à droite ne sont pas présents, mais c'est pas très grave, là je vous fais plutôt une démonstration des nouveautés, c'est pas vraiment un tuto à proprement parler. Donc il y avait possibilité, en activant en haut le snap, sur par exemple une face ou un point, on va se mettre sur un point, hein, de décaler mon objet, et vous voyez là, il pouvait se snapper directement sur mon objet. Mais des fois, vous voyez, on avait des soucis, soit l'objet se snappait en haut, soit au-dessous de la surface. Donc ça, c'est pas très pratique. C'est pas très pratique. Pourquoi? Parce que Blender, il essayait d'interpréter en temps réel à chaque fois quel point devait être snappé sur un autre point, mais on ne pouvait pas définir le point d'origine de ce snap. Mais maintenant, on peut le faire. Si j'appuie sur G pour commencer à faire une translation, vous voyez qu'en bas, tout en bas de la barre, alors attendez, parce que ma caméra est inversée, juste ici, là, à côté, et juste là où j'ai mon doigt, il y a un Set Snap Base avec la touche B. Donc si j'appuie sur B, il me demande de sélectionner un point de mon objet, donc ça c'est très cool. Je vais lui dire par exemple ce point du bas. Et maintenant quand je déplace mon objet, je suis sûr qu'à chaque fois c'est ce point du bas qui va être snappé et j'aurai plus d'objets qui passent à travers. Donc là l'exemple n'est pas forcément pertinent, mais vous allez facilement le comprendre sur un cube par exemple. Je vais faire un premier cube, je vais le dupliquer. Voilà, comme ceci. Je fais un changement d'échelle contre la scale. Imaginons que je veuille snapper ce point-là ici. Par défaut,
voyez, des fois, il passait dessus, des fois, il passait dessous. Voilà, il le faisait de manière un petit peu bizarre. Donc, il réinterprétait un petit peu à chaque fois le point qu'il devait snapper. Là, vous voyez, il snap le point qui est en bas à gauche, et il va snapper le point qui est en bas à droite. C'est pas pratique. Alors, si je fais G, B pour définir le point, je lui dis, je veux toujours que tu snappes mon point qui est, donc là, en bas à droite de ma face. Et maintenant, automatiquement, vous voyez, il va automatiquement se snapper ici. Et je ne vais pas avoir de problème de réinterprétation et d'objets qui passent les uns à travers les autres. Donc ça, c'est très pratique. Autre chose également qui est intéressante, si vous avez des très grandes scènes, imaginons que je sois zoomé et que je veuille déplacer ce coussinet un petit peu sur la droite. Bah avant, j'étais bloqué. Si je faisais G, là, je ne pouvais pas déplacer ma vue 3D en même temps. Je suis bloqué. En faisant Alt, je vais pouvoir dézoomer pour pouvoir me déplacer et transformer un objet correctement dans la vue 3D. Donc ça peut paraître anodin, mais c'était très perturbant quand on voulait déplacer un objet, de se dire je suis obligé de cliquer, d'enlever ma transformation, de dézoomer, de redéplacer mon objet. C'était très long à faire, c'était pas pratique. Donc maintenant on a la possibilité de faire du padding, du dézoom, pour déplacer les objets sur des grands espaces. Avant je devais faire G, mince, je suis au bord de mon écran, je dézoome. G, je suis au bord de mon écran, je dézoome. G, je suis au bord de mon écran, je dézoome, etc., etc. Maintenant, en appuyant sur la touche Alt, je peux automatiquement, donc j'appuie sur G pour commencer la transformation. Alt, je dézoome, je déplace mon objet. Et j'ai plus de problème avec ça. Donc c'est quand même très pratique. On a ensuite pas mal de modifications sur le Geometry Node. Alors je ne suis pas du tout un expert en Geometry Node, vous le savez. Je me force de temps en temps à faire des vidéos dessus, mais j'ai pas pris le temps vraiment de m'y mettre à 100%. On a deux nouveautés qui sont vraiment cool. On a un node qui s'appelle Repeat, qui permet de faire différentes itérations d'une action sur un objet, par exemple. Et on a un type de node qui s'appelle le Tool Node, qui est également très intéressant, qui permet non pas de créer vos propres modifiers, mais vos propres actions en Edit Mode. Je m'explique. Imaginons que je crée un cube. D'abord, je vous montre la modification de base avec le modifier Geometry Node comme on avait à l'ancienne. Je vais créer un Geometry Node Editor. Ok, je vais agrandir ça. Mince. Alors toujours pas pratique pour fusionner les fenêtres, mais c'est pas très grave. Je vais faire un New. Voilà ce que j'ai. Donc je mets mon Geometry Node de base. Imaginons que je dise à Blender, ben moi je veux faire un Transform Geometry, où je veux recoder une sorte de modifier Array, donc avec une translation sur le côté comme ceci, et en plus un changement d'échelle à 0,8. Voilà ce que j'ai. Et moi ça j'aimerais bien le répéter plusieurs fois. Alors avant on était obligé de prendre ça, de le dupliquer, de le faire ici, de le dupliquer, de le faire ici. Et imaginons qu'en plus je veux joindre la géométrie, à chaque fois je devais faire un join géométrie pour relier les éléments. Quelque chose qui ressemble, hop là, à ceci. Tac. Je devais en mettre également un là, qui reprenait celle-ci également, etc., etc. Vous voyez, c'est très long. Et là, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire visuellement? Je fais une représentation séquentielle d'une boucle. Donc une boucle, en dev, on appelle ça soit un loop, soit un for, vous avez plusieurs, soit un while, ça dépend le type de boucle que vous voulez. Dans Blender, ils ont rajouté un node qui s'appelle Repeat, une Repeat Zone, un petit peu comme les zones de simulation qu'on avait. C'est à peu près le même principe, sauf que les zones de simulation, c'est basé sur votre timeline, alors que là, c'est basé sur un nombre d'itérations que vous définissez. Et tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur de cette zone, donc il va bien falloir les relier, mais ça va être répété X fois. Le X étant le nombre d'itérations. Donc imaginons que je veuille rentrer dans la zone, je mets mon géométrie dans mon géométrie dans mon transformation, ma transformation dans ma géométrie dans ma géométrie. Et là, en théorie, à chaque fois quand je vais augmenter l'itération, vous voyez, ça me fait une opération. Maintenant, si je veux joindre mon maillage précédent au suivant, mon join géométrie que j'avais avant, je vais le mettre juste avant la sortie, juste ici. Comme ça, à chaque fois, je vais joindre à ma géométrie d'entrée. Tac, et normalement, à chaque fois, je vais avoir mon objet qui se duplique et qui est gardé en mémoire. Ok? Donc là, j'ai ceci. Ça permet de faire une boucle d'itération de manière beaucoup plus simple, sans tout dupliquer à chaque fois. Vous remarquez une chose, c'est que là, mon objet, en fait, c'est un modifier. Si je vais ici, c'est bien un modifier de type Geometry Node. Maintenant, on a une nouvelle option, juste ici. Tac, j'ai un modifier et j'ai un objet également de type Tool. Alors le Tool, c'est quoi? Mais ça va permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de ne pas créer votre propre modifier, comme on avait possibilité jusqu'à présent. C'était l'unique possibilité avec Geometry Node. Maintenant, on peut également faire
une action, une macro en edit mode. Donc je vais prendre tout ça, je vais faire CTRL-C. Je vais aller dans le mode tool. Je vais faire un new tool, je vais l'appeler tool démo. Voilà. Je vais supprimer tout ça, je vais faire CTRL-V. Alors le CTRL-C, CTRL-V, il a tendance des fois, vous voyez, à faire sauter un petit peu des trucs. Donc je vais remettre mon géométrie ici. Et normalement, on devrait être bon. Au pire, si on a cassé des choses, on essaiera de le corriger ensemble, il n'y a pas de souci. Et maintenant, ceci, c'est accessible comment? Ça va plus être accessible avec un modifier, ça va être accessible automatiquement avec la touche F3 qui permet de rechercher quelque chose. Donc si je rajoute un cube juste ici, alors je vais enlever le snapping sinon ça va m'embêter. Je passe à l'edit mode, je fais F3, je fais tool démo, et automatiquement là il est censé me faire une modification. Alors pourquoi il me fait rien? Parce que là je peux augmenter les itérations. Vous voyez, je mets une itération à 3 par exemple, on refait un tool démo, et là tac, il fonctionne bien. Et du coup, si vous voulez voir un petit peu le potentiel de la chose, là, pour le moment, c'est pas très intéressant. On n'a pas vraiment d'avantage comparé à un modifier. Ce qui est vraiment cool, je vais faire des CTRL-Z, c'est que je vais pouvoir exposer des paramètres. Donc par exemple, le paramètre d'itération juste ici. Le paramètre de scale qu'on a également juste là. Pourquoi pas le paramètre de translation? On peut faire ce qu'on veut. Vous voyez là, j'ai plein de paramétrages. Donc quand j'ai l'itération et le scale qui sont ici. Et qui vont être exposés si je fais un F3, tout le démo. Vous voyez, ils sont juste en bas, ils sont juste là. Et maintenant, je peux changer les itérations directement ici. Je peux changer le scale également, en X, en Y ou en Z. Et je peux avoir du coup ma propre transformation. Et ça peut être très utile. Alors, quand utiliser un modifier, quand utiliser un tool, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Le tool, c'est plus des outils de modélisation qui vont vous aider. Alors que les modifiers, ça va plus être des choses de simulation, par exemple, avec les nouvelles technologies proposées par Blender. Donc voilà, ça c'est quand même très intéressant, je voulais vous le présenter. Je vais faire un revert. Tac. Et on a maintenant 2-3 choses également que j'aimerais bien vous présenter en termes de rendu et de lighting surtout. On a tout d'abord le light linking. Alors le light linking c'est quoi? Alors je pourrais vous le montrer dans cette scène mais ce serait peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre. Donc je vais carrément en ouvrir une nouvelle pour vous montrer comment ça fonctionne. Imaginons que j'ai notre amie Suzanne. Juste ici, la tête de singe de Monkey. Voilà, posée sur un sol. On le fait très rapidement. Voilà, tac. Posé sur un sol. Qui est éclairé avec de light. Donc on va passer en cycles, c'est très important. Je vais mettre le denoise, pourquoi pas. J'ai deux lights, donc j'ai une première light, hop là, de type area, qui est ici. Tac. Qui va être de couleur bleue par exemple. On va augmenter l'intensité à 50. Et j'en ai une autre de l'autre côté, qui est celle-ci de couleur rouge. Voilà, pareil à 50. Mais je vais avoir possibilité, avec le light linking, ce qui n'était pas possible à l'époque, et ce qui est assez aberrant parce que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement en production ou lorsqu'on fait des gros rendus, mais je vais avoir possibilité de dire en Blender, bah en fait, la tête de singe, elle va uniquement recevoir le bleu, pas le rouge, mais mon sol, par exemple, lui, va recevoir l'inverse, ou alors va recevoir les deux couleurs. Donc pour ce faire, je vais faire une connexion, c'est quand même plus simple. Je vais l'appeler mesh, c'est pas obligatoire, mais c'est plus simple en termes d'organisation. Je vais prendre mes deux meshs, donc le plane Suzanne, je vais le mettre en mesh. Ma première area, je vais l'appeler bleu. Ma seconde, je vais l'appeler rouge. Et maintenant, en sélectionnant par exemple le light bleu, je vais pouvoir aller ici dans les Object Properties, dans Shading, Light Linking. Je vais rajouter ma collection Mesh. Et là, automatiquement, vous voyez, il va me remonter mon plane et mon Suzanne que j'ai ici. Je pourrais prendre un élément, le drag and drop, ça marcherait également. Vous voyez, je pourrais faire ça, tac, et le rajouter. C'est quand même mieux d'utiliser une collection, ça permet d'avoir quelque chose de plus structuré. Et là, je vais pouvoir activer ou désactiver des éléments. Donc vous voyez, si je désactive les deux, ben ma light bleue, parce que je suis sur le light linking de la light bleue, elle ne va influencer aucun objet. Si j'active le plane, je vais faire un include. Donc normalement, si on survole, vous voyez, on est de type include, donc je vais faire une inclusion de mon plane, mais ma tête de singe je ne l'a pas. Et si j'active les deux, c'est comme si j'avais aucune modification. Donc c'est une notion, souvent dans un logiciel, vous avez include, exclude, pardon. Donc inclure ou exclure. Là, c'est juste un boolean, donc une coche qui permet de faire ça. Si c'est coché, c'est de l'inclusion. Si c'est décoché, c'est de l'exclusion. Donc là, si vous avez bien compris, ma light bleue, par exemple, si je décoche mon plane, ben, elle va affecter uniquement ma tête de singe, mais pas mon sol. Donc ça permet d'inclure ou d'exclure différentes lights, et c'est quand même très pratique.
très pratique. Avant, on était obligé de faire plusieurs layers en regroupant les lights, en faisant des collections d'objets, de lights et tout. C'était vraiment une galère. Là, ça va être beaucoup plus simple. Donc si on regroupe à la fois le light group, le light linking et le shadow linking, qui marchent exactement de la même manière qu'avec les lights, mais uniquement sur le shadow, ben vous allez pouvoir faire plein de choses vraiment intéressantes et de manière beaucoup plus intuitive et fluide qu'on faisait à l'époque. Et dernière chose, c'est un nouvel espace colorimétrique, enfin du moins une nouvelle gestion des couleurs présente dans Blender. Donc là, si je passe en mode rendu, par défaut, dans la nouvelle version de Blender, on était en filmic. Donc si vous allez dans les Render Properties, Color Management, View Transform, vous avez des filmic. Donc il y en a beaucoup qui utilisent... Alors il y en a plein, les espaces colorimétriques c'est assez compliqué. Il y a l'Aces qui est beaucoup utilisé parce que c'est une plage étendue de couleurs. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne suis pas du tout un expert, mais voilà, il y a plein de choses sur ça. Maintenant, vous avez le AGX qui, normalement, est censé mieux reconstituer les couleurs quand vous avez des choses très saturées, notamment des éclairages qui vont saturer un petit peu vos rendus. Imaginons que là, je rajoute une sorte de néon, voilà, qui ressemble à ceci, qui va éclairer ma scène. Alors, ça je voyais l'émission, du coup maintenant il faut le déployer. Donc je vais mettre en vert fluo, une force de 10 par exemple. Je suis censé avoir quelque chose qui est un petit peu plus clair, je pense, si je veux reconstituer mes couleurs correctement. Donc possiblement quand je vais passer en AGX, je vais avoir quelque chose, vous voyez, qui tend un petit peu plus vers le blanc. Donc ça c'est quelque chose qui a tendance à être un petit peu plus réaliste, notamment quand vous allez avoir des néons. On va avoir une couleur un petit peu plus froide, mais qui est plus réaliste en termes d'interprétation. Donc vous pouvez faire des tests. Il y a des images sur internet qui montrent un petit peu la différence entre le filmic, le sRGB, le Aces, etc., etc. Mais globalement, vous voyez, en filmic, on a une... Alors je ne sais pas si ça change vraiment l'étendue, la plage de couleurs, je ne pense pas en termes d'interprétation. C'est plutôt de manière dynamique l'ajustement de l'éclairage qui va se faire un petit peu mieux. Donc voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec ça pour voir ce que ça propose. Une fois de plus, je ne suis pas du tout un expert et puis il n'y a pas vraiment de documentation pour le moment sur cette nouvelle transformation de couleurs. Donc j'attends de voir que la version officielle sorte. Je ferai, je pense, des petits tests sur des scènes. Vous avez déjà des comparatifs où des gens comparent un petit peu tous ces espaces-là. Mais voilà, vous voyez qu'il y a une petite différence en termes d'interprétation. Comme je vous disais, c'est sur les choses qui vont être très saturées. Voilà, où l'interprétation est un petit peu différente. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il y a plein de nouveautés supplémentaires dont je n'ai pas parlé. Plein de choses qu'on abordera dans des prochaines vidéos. Dès que la version sort officiellement, on passera en revue le patch note comme d'habitude avec les choses principales et les plus intéressantes à mon sens de vous présenter. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus.